Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de Monsieur Joe. Monsieur Joe, c'est Joël Lelanne, ingé, project manager, curieux et éclectique. Justement, comme ce podcast, tourné vers les entrepreneurs, les entrepreneuses, francophones et francophiles d'Allemagne et d'ailleurs. Nous nous attachons à découvrir les différentes facettes, parcours de créateurs de projets par un échange convivial. C'est parti! Aujourd'hui, pour ce 78e épisode, nous allons à Londres retrouver Justine Guillermou, une ancienne ingénieure aérospatiale qui va nous parler architecture d'intérieur. Mais je vais vous laisser découvrir ça en donnant la parole à Justine. Et avant tout, bonjour Justine, comment vas-tu ? Bonjour Joël et bonjour à tous. Ça va très bien, merci. Écoute, je suis ravi que tu passes sur ce podcast. J'en profite au passage pour remercier Marie Tagnou de Munich et Marie de Courrières, que vous pouvez aussi écouter ou réécouter aux épisodes 62 et 66, qui sont très actives sur Munich. Et je crois que tu les as connues lors de ton passage par Munich. Mais je vais te laisser démarrer et nous présenter un peu ton parcours personnel et professionnel. Donc, la parole est à toi, Justine. Merci beaucoup. Je suis vraiment ravie d'être sur ce podcast et puis de partager mon histoire un peu atypique. Donc, je suis architecte d'intérieur et fondatrice de mon entreprise qui s'appelle Rainbow Shaker. Donc, pourquoi Rainbow Shaker ? Parce que j'offre des créations colorées, décalées et vraiment que je caractériserais de 100% bonne humeur. Oui, Donc, je confirme. qui détonne par rapport à la grisaille qu'on peut retrouver un petit peu actuellement. Donc, je suis basée à Londres, mais je travaille partout en Europe pour des clients privés et commerciaux. Avant de m'établir à Londres, j'ai vécu sur Munich pendant 2 ans. Donc, c'était en plein pendant la période Covid, donc de 2019 à 2021. Ah oui, Donc enfin. vraiment, je suis arrivée pile pour le début et puis un peu juste avant que ça termine. Donc c'était une période qui était assez compliquée. Et donc avant d'être architecte d'intérieur, j'étais ingénieur aérospatial. Donc j'ai travaillé pour Ariane Group sur la séparation du lanceur Ariane 6, qui j'espère un jour pourra voler. Ensuite, j'ai travaillé pour 2 startups. Donc une startup sur Paris, dans la propulsion électrique des petits satellites. Puis une startup sur Munich qui s'appelle Isar Aerospace. Donc là, j'étais responsable propulsion. Donc c'est vraiment là, c'est quand je parle des 2 univers, c'est vrai que il n'y a vraiment à première vue aucun point commun, rien qui relie les deux. Et Donc on peut un peu se poser la c'est question. un peu ça qui m'a plu, dans le sens où c'est aussi l'intérêt que tu viennes nous voir, hein, c'est-à-dire un parcours d'ingénieur aérospatial, quand on parle propulsion, explosif, tous ces sujets-là, quand on a préparé un peu notre discussion avant d'enregistrer, et de partir sur un univers, bon, c'est un univers assez carré, assez normé, très standardisé, si je peux le dire, et partir vers de l'architecture d'intérieur très colorée, très flashy, si je peux le dire, hein, rainbow, hein, l'arc-en-ciel, ça fait un sacré grand écart. Et je me suis dit, waouh, là on a encore, chères auditrices et chers auditeurs, une invitée qui va nous apporter encore de l'eau au moulin et montrer que oui, on peut avoir de la créativité, on peut partir sur d'autres sujets complètement. Et c'est ça que l'on aimerait que tu partages ici. Un peu le parcours, comment tu es arrivé là-dedans, peut-être un passé qui t'a poussé à aller là-dedans, ou un virement, un virage. Comment s'est effectué ce virage, si on peut dire ? C'est vrai que lorsque j'étais enfant, j'étais vraiment passionnée par la couleur, par le textile, par les motifs. Et je voulais soit devenir fashion designer ou travailler dans l'architecture d'intérieur, puisque en fait j'ai aussi grandi sur un peu des chantiers, puisque mes parents
adore rénover des maisons, des vieilles maisons. Et donc j'ai toujours grandi un peu sur des chantiers. Donc j'ai appris à poser par exemple le papier peint très jeune d'ailleurs. Donc, C'est pas évident. ça m'a vraiment... Oui, tout à fait. Et puis avant, c'était encore... Enfin, les techniques ont Oui, évolué, on va oui, dire, on est de d'accord. papier peint. Mais je Donc, pense que certaines générations, ça leur parle, les tables à poser comment on appelle ça pour encoller le papier. Il y a un sacré coup de main, comme beaucoup de travaux ou d'activités de rénovation où il faut avoir, il y a quelques techniques et des tours de main. Je pense que c'est un peu ça la thématique. oui, tout à fait. Pardon, Oh, pardon. donc tu as été inspiré très tôt dans ta jeunesse à tout ce qui est manuel et rénovation, si on peut dire. C'est ça. Et oui, Manuel, c'est vraiment moi le sens les deux sens que j'adore utiliser, c'est le visuel et le tactile. Mhm, J'adore toucher les tissus, voir les couleurs, et en fait, c'est pour ça que je voulais suivre cette voie créative. mhm. Malheureusement, pas vraiment senti que j'avais le choix. Donc, mes parents voulaient plutôt que je suive une voie plutôt conventionnelle et scientifique. Comme beaucoup Et d'invités qu'ici, qu'on connaît. Oui. c'est ça. Et puis moi, c'est sûr que j'étais pas la dernière de la classe et je suis une personne qui est très curieuse. J'aime quand même le domaine scientifique. Mhm, Donc, je me suis dirigée vers l'ingénierie. mhm. Mais je me suis dit, je voudrais quand même un métier qui me passionne. Donc, c'est pour ça que je me suis orientée vers l'aérospatiale, parce que l'aérospatiale, c'est, je trouve, vraiment un domaine de passionné. Oui. Et puis passionnant. Mm. Et du coup, je me suis orientée vers là. Donc après une prépa, école d'ingénieur, je me suis pas arrêtée à l'école d'ingénieur puisque j'ai continué après en master Ah spécialisé ouais, à Super-Héros à Toulouse, oui. où je voulais vraiment en savoir toujours plus. J'ai même fait un master recherche à l'ANSMA. Mhm. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Donc surtout donc mon profil est à l'origine propulsion et explosif. Ah ouais. Donc c'est quelque chose de très Alors, comment dire pointu. voilà, c'est ça. Mais c'était très passionnant, ça a été très passionnant. Mhm, Et puis après, je suis sortie d'école. J'ai commencé mes premières expériences professionnelles. J'ai été très surprise en mal de ce que j'ai pu vivre. Donc la première expérience que j'avais, c'était quand j'ai rejoint Ariane Group, où c'était vraiment, le domaine était passionnant, mais je sentais les limites du cadre, on va dire. J'avais mhm, l'impression d'être dans un cadre, d'être dans un moule. mhm. Et moi, en tant que jeune diplômée, je voulais toujours faire plus, j'étais motivée, je voulais prendre des initiatives et ça marchait pas forcément à ce moment-là. Donc c'est pour ça que j'ai décidé ensuite d'aller en start-up. Et en start-up, là, on retrouve un peu, il y a C'est quand un autre même monde. beaucoup d'aléas. Ouais, C'est c'est ça. ça. Alors j'aimerais bien revenir là-dessus parce que je pense que les invités qui passent, moi-même ici, euh, on a un vécu d'ingénieur. Il y a les deux mondes qui se confrontent. Donc, on a parlé du monde corporate, des industries qui apportent de l'innovation très technique, mais qui en fait sont, je ne veux pas dire fonctionnent en silo, mais c'est un peu la problématique d'une grande structure. C'est-à-dire que pour faire entrer de l'innovation là-dedans, c'est très difficile de la faire sortir. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes qui fonctionnent. C'est pas évident de pouvoir. On chamboule pas un système qui fonctionne. Et de l'autre côté, tu parlais des startups où, bien sûr, la startup commence avec un capital de démarrage, avec une idée peut-être très innovante, mais on a un pourcentage de chance que cette idée passe en industrialisation, c'est-à-dire une idée phénoménale qui va révolutionner l'industrie, avec un gros potentiel de risque. Et c'est sûr que il y a les deux approches sont complètement différentes. Le risque, bien sûr, étant salarié dans un grand groupe,
la rémunération est assez sécurisée, si on peut dire. Et dans les startups, ça va être plutôt beaucoup d'innovation, on fait tout. Mais le risque de dire peut-être si on n'arrive pas à transformer, à rentrer sur un marché, à trouver le client, mais beaucoup de startups s'éteignent. Voilà petit aparté. Excuse-moi, Justine, de t'interrompre là-dessus. Donc, du coup, comme on l'avait dit un peu avant, tu disais, ouais, c'est vrai que le Covid, la phase où tout le monde a été introspection, de se dire, bon, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui m'intéresse, l'attrait vers l'architecture. Tu t'es dit, bon, ok, tu es parti de Munich, j'imagine, mais tu as quand même travaillé ta transformation, ton passage vers l'architecture. Comment ça s'est passé, cette phase-là? Bah, lors de cette phase-là, en fait, j'ai encore sur Munich. Mhm. Donc, en fait, dans ma dernière startup, je ne suis restée qu'un an parce que en un an, la startup que j'avais rejoint, vraiment beaucoup grandi. Donc, quand je l'avais rejoint, on était 20. Mhm. Et quand je suis partie, on était 200 au Ah bout ouais. d'un an. Une sacrée croissance, Ouais, qui est pas mais évident à aucun gérer. objectif de remplir. Mm. C'était un peu compliqué. Et en plus, comme tu disais, en fait, les startups attirent en parlant de soi-même comme une grande famille. Mhm. Donc, on compte pas ses heures, même si ils disent ils n'ont pas d'horaire fixe. Mais en fait, c'est ça C'est à double qui est, tranchant. oui, c'est ça. C'est un peu, des fois un peu un piège. On voit pas ses heures, on compte pas ses heures. Donc, quand on a de la motivation, faire preuve d'initiative, et ben, on Voilà. travaille trop. Puis moi, je travaillais beaucoup et je voyais pas forcément les objectifs de l'entreprise remplis, même si moi, je remplissais mes objectifs. Et donc, c'était très frustrant. Donc, j'avais encore l'impression d'être retournée dans un cadre. Et moi, je suis une personne qui est qui est assez hyperactive, on va dire. Bienvenue dans le Et, club. oui, et puis moi, du coup, le spatial, en fait, quand j'en avais entendu parler, quand j'étais étudiante, je pensais que c'était rapide. Mais non, en fait, le process Les du cycles sont longs. spatial, c'est très long. Ça peut s'étaler sur une période de 20, 30 ans. Ouais. Donc, on peut passer sa vie dessus. Il y a des gens qui ont commencé à travailler, ils n'ont pas vu le projet émerger. Et même en start-up, quand on dit ah oui, ça va être, ça va être écourté, c'est souvent on sait pas vraiment si ça va fonctionner, comme tu disais. Mhm. Donc c'est aussi un peu compliqué. Mhm. Et donc pendant la pandémie, moi j'ai fait un peu le point et je me suis posé la question est-ce que c'est un domaine qui est toujours aussi passionnant pour moi? Est-ce que j'y trouve mon compte? Mhm. Et puis est-ce que moi j'ai aussi ce côté créatif que du coup pendant la pandémie j'ai retravaillé donc manuel. Donc j'ai refait de la couture, j'ai refait peinture, etc. Et je me suis dit, ah, ça, c'est vraiment quand je travaille avec mes mains, j'adore ça. Mhm. Et je le retrouve à 100% dans mon travail d'ingénieur. Mhm. Surtout quand on veut un peu d'évolution, en fait, on s'éloigne du travail manuel souvent. Donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? J'ai étudié un peu l'architecture d'intérieur sans savoir, donc j'ai fait une formation en ligne sans savoir si je voulais créer mon entreprise ou quoi. Mhm. Et finalement, ce que je me suis dit, c'est, en fait, j'ai toujours voulu avoir mon entreprise propre pour le côté liberté que ça offre, parce qu'on peut choisir, enfin, on peut vraiment, on est comme un couteau suisse, j'ai Ouais. envie de dire, quand on a sa propre entreprise. On fait On tous peut les être rôles. comptable. Ouais. Oui, tout à fait. Et en fait, on n'arrête jamais d'apprendre. Ouais. Moi, c'est sûr, j'arrête jamais. Tous les jours, j'apprends des nouvelles choses. Et puis, que ce soit dans les médias, pour les Instagram, etc., pour la comptabilité, pour tout, pour les projets, c'est vraiment quelque chose que je voulais faire. Et bien sûr, dans le spatial, créer une start-up dans le spatial, c'est quand même Compliqué. assez compliqué, Ouais. surtout pendant la pandémie. Donc, je me suis dit, bon, je vais créer mon entreprise dans l'architecture d'intérieur. Et puis, donc, j'ai lancé mon entreprise, en fait, quand j'étais sur Munich. Donc, Ok. j'ai fait, au bout d'un an, donc, j'ai fait donc, j'ai fait mon business plan. Et puis, donc, j'ai tout fait en allemand, Mhm. sachant qu'à l'époque,
quand je suis arrivée sur Munich, je ne parlais pas un mot d'allemand. Donc, Donc bon exercice. c'est ça. Donc, pendant la pandémie, c'était cours d'allemand Attention. intensif, et puis business plan, et puis cours d'architecture intérieure. Ah Donc, ouais. j'avais pas un moment pour moi. Ah, donc vraiment Mais, hyper active mais après c'est intéressant, je veux revenir là-dessus sur le côté la frustration, le besoin aussi de voir le résultat de ce qu'on fait. Dans le manuel, c'est sûr que bon, c'est pas pour tout le monde, hein, mais le fait que tu apprends par toi-même et tu as la satisfaction d'avoir le résultat, hein, derrière, c'est-à-dire la couture, ou la peinture, tu vois le résultat soit un mur peint, soit une porte qui a été laquée à nouveau, ou construire, rénover son appartement ou autre. Et c'est vrai que c'est une satisfaction, pas immédiate, mais presque, on touche des doigts, comme tu l'as dit, du bout des doigts. Et c'est vrai que des fois, dans des métiers plus, on va pas dire intellectualisés, mais où c'est beaucoup de la réflexion, de la recherche, euh, il y a peut-être à la fin peut-être une frustration ou le fait de ne pas voir le résultat, de dire est-ce qu'on va dans le bon sens. Et c'est là aussi un challenge, je pense que certains managers doivent l'avoir, de pouvoir garder motivés ses employés quand ils font de la recherche, de fêter les succès pour pouvoir continuer dans ce sens-là. Et je pense aussi que certaines sociétés commencent à le voir aussi, c'est-à-dire qu'ils combinent une activité, on va dire, ludique à côté, manuelle pour alimenter la partie plutôt intellectuelle de l'autre côté, tout ce qui est recherche, qui en permet un peu de libérer ou d'évacuer peut-être des possibilités de frustration. Donc tu démarres ton plan donc pendant le Covid à faire des business plans en allemand, donc c'est déjà pas mal, la langue, l'architecture, mais tu avais un certain bagage. Et donc tu lances à faire quelques rénovations ou comment tu as fait quelques projets sur Munich. oui, alors d'abord, quand j'étudie un peu l'architecture d'intérieur, j'ai fait un appel de projet sur la communauté des Français à Munich sur Facebook. Mhm, Donc en leur demandant s'ils avaient projet de rénovation ou juste s'ils voulaient des conseils peinture, des conseils mhm, d'arrangement spatial, etc. Du coup, j'ai aidé ces personnes-là. C'était entièrement un service entièrement gratuit pour m'aider en fait à tester. à tester, puis à voir si c'est quelque chose qui me plaisait, si je pouvais vraiment faire mon métier. Mhm. Et donc, au bout de cette période un peu test, je me suis lancée. Et en fait, j'ai vu que bah, j'ai ce côté créatif qui est décalé, déluré, il n'y a pas de limite. Mhm. Par contre, grâce à mon bagage d'ingénieur aérospatial, je suis quelqu'un de très méthodique Ouais. et de très carré quand il s'agit de gestion de projet. Donc là, c'est vraiment, je suis les projets vraiment au millimètre près. Donc ça, c'est vraiment, c'est aussi un équilibre que je retrouve dans mon travail actuel, c'est-à-dire que je peux avoir le côté créatif et le côté plus scientifique, plus méthodique à côté. Donc, Et c'est pas mal. balancer Et je les deux. pense que c'est un sacré avantage. Et c'est vrai que quand tu le disais, ça me faisait réfléchir en me disant je fais le podcast, c'est vrai que je le fais, c'est le côté un peu créatif, mais que derrière, il y a une certaine méthode que j'utilise moi aussi, hein, pour démarcher, pour planifier, pour organiser les discussions, la diffusion, donc la méthodologie, hein, quand tu dis tu gères tes projets. Et je pense que c'est l'avantage que tu as sur certains créatifs où ils ont justement besoin d'avoir quelqu'un qui les cadre. Donc toi-même, tu as les deux faces de la pièce, si on peut dire. Côté créatif où tu laisses exprimer ton imagination, tes idées ou ce que veut le client, les transformer. Et de l'autre côté, le côté plutôt cartésien, si on peut dire, gestion de projet. Je pensais à time, cost and material, hein, comment on gère un projet en temps, en coût matériel. Et le côté, donc combiner les deux. Donc c'est pas mal. Donc ça veut dire, tu as abordé vraiment la thématique d'un entrepreneur, c'est-à-dire avoir une idée, la tester sur un certain public, voir comment ça se transforme sur le marché et après comment dire, la monétiser ou la mettre sur budgétiser pour savoir combien ça peut coûter, comment le marché est prêt à réagir, à payer, comment ça se vend. Et puis bon, voilà, pour pouvoir en vivre, puisqu'on est bien d'accord, on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche.
Ouais, tout à fait. C'est bien résumé, dis donc. Je me surprends des fois. Chères auditrices et chers... On vient de perdre 2 auditeurs, là, je crois. Donc, revenons un peu sur tout cela. Justine, donc ça veut dire, tu as fait, pendant le Covid, tu as testé, pendant une période de quoi? De 1 an, 2 ans? Où tu as eu tes premiers projets financés au début? Ou en combien de temps tu as testé? Alors, non, même pas aussi longtemps. J'ai vraiment testé. Alors déjà, ma formation qui devait durer 1 an, j'ai vraiment carburé. J'ai fait ça en 3 mois. Ah ouais, on a J'ai vraiment des vraiment le rythme hyperactifs de trois sur mois. je crois que je vais renommer le podcast des hyperactifs. C'est ça. Bienvenue dans la thérapie. Oui, je tiens pas en place. Ok. Mon mari, il n'arrive pas à me suivre. C'est pour, c'est pour ça qu'on est. Ouais, enfin, je rigole parce que je pense que certains auditeurs qui me connaissent privés doivent rigoler aussi en écoutant cet épisode parce qu'ils disent tiens, on a trouvé encore un autre hyperactif. Et c'est vrai que bah, il y a toujours quelqu'un derrière pour te calmer, si on peut dire, pour nous freiner. C'est ça. Donc bah, ça me fait rigoler parce que je trouve, je dis, c'est vraiment génial d'avoir des gens comme ça, mais d'en être conscient. C'est ça, je pense que c'est le plus important aussi. C'est-à-dire d'en être conscient et de se dire tu te cadres, tu as carburé parce que tu voulais voir la transformation et que tu t'es donné les moyens et le temps pour le transformer et transformer ta passion en quelque chose, faire de ta passion un métier, quoi. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Combien de personnes on entend le lundi qui, le matin, ils vont en reculant au travail. C'est triste. Oui, bah moi c'est ça que c'est vraiment. En fait, moi je suis vraiment, j'ai vraiment comme un feu à l'intérieur de moi et Mhm. c'est pour ça que je peux pas avoir un métier qui ne m'apporte pas de la motivation et Mhm. qui nourrit ce feu, quoi. Donc, et j'ai pas, moi, mes parents me disaient toujours, deviens ingénieur, puis quand tu seras à la retraite, tu pourras faire le métier passion que tu veux. Ah ouais, Une fois que tu auras gagné assez d'argent, tu pourras faire ce que tu veux. Et au bout d'un moment, je me suis dit, non, déjà, la retraite, la c'est encore retraite, un peu loin. c'est très loin. Euh, et puis actuellement, en plus, avec tout ce qui se passe dans le monde, Ouais, on se pose quand même beaucoup de questions sur ouais, est-ce qu'on sait vraiment qu'est-ce que réserve le futur? Parce ouais. que est-ce que j'atteindrai la retraite? Est-ce que Est-ce que je vais en avoir une? je Enfin, fais ouais, ouais. ouais, Non, non, mais donc je veux faire ça maintenant. non, mais c'est pas mal et je pense, mais moi je pense qu'il y a beaucoup d'invités qui viennent nous voir, mais moi je pense que après ça a été c'est des thématiques de génération, c'est-à-dire moi j'ai eu un peu la même approche, j'avais le côté cuistot, je voulais être cuistot, enfin excusez-moi, je fais un peu moi, j'avais pas trop, j'évite un peu, mais se dire moi ce qui m'intéressait c'était cuistot ou des trucs de création, mais je suis pas bon dans la création et ça je l'étais conscient. Et mon père m'avait dit, non, mais tu feras des études scientifiques et après tes études, tu feras avec ton diplôme d'ingénieur, tu pourras faire ce que tu veux. Et c'est vrai que tu te dis, mais oui, non. Alors pour toi, je trouve que c'est encore plus fort parce qu'en disant, à la retraite, tu feras ce que tu voudras à ton métier, ben non, c'est. Soit tu trouves l'équilibre pendant ta vie professionnelle et tu peux combiner nos projets, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas évident. Soit il y en a d'autres qui prennent plus de risques hein, en se disant, ben, vivre de ma passion. Les artistes, hein, c'est ce qu'ils font, mais combien arrivent à en vivre, c'est ça aussi le sujet. Et se dire, quelle est la priorité? De vivre de sa passion et de vivre, je ne veux pas dire chichement, ou d'être dans une roue de hamster et être nourri. Donc, c'est pas facile, hein. Chers auditeurs, je ne veux pas généraliser dans un sens ou dans l'autre, mais ce que j'aimerais bien, c'est de vous partager des profils comme Justine, justement, qui nous dit voilà, elle vit de sa passion, elle utilise ce qu'elle a appris comme dans son métier, dans ses études d'ingénieur, le carré, mais pour faire quelque chose qui la passionne. Donc ça, c'est quand même pas mal. J'aimerais peut-être revenir, si tu le veux bien, Justine, parce qu'on discute, hein, chers auditeurs, j'espère que vous continuez à nous suivre, parce que des fois, ils décrochent de se dire voilà ton parcours comment où on peut te contacter, où est-ce qu'il y a des thématiques que tu aimerais aborder comme des conseils pour les entrepreneurs. Je pense que c'est la première question que j'aime bien moi, poser à nos invités, c'est dire un conseil pour la route pour les gens qui n'osent pas. Moi, mon conseil, c'est en fait, on se dit, voilà,
je me suis lancée en tant qu'indépendante, mais en fait, je suis pas indépendante parce que je pense que c'est avec l'aide. Il faut vraiment s'entourer de gens qui veulent soit faire la même expérience, soit des personnes qui motivent Mhm. vraiment parce qu'on n'est pas seul en fait quand on se lance et il faut vraiment prendre les conseils autour de soi, les mots d'encouragement, tout ça autour de soi Mhm. et même aussi écouter les expériences d'autres personnes. Et moi, je dirais que un conseil, c'est de vraiment de peut-être rejoindre des groupes, des communautés Facebook, d'entraide, Mhm. des choses comme ça, des gens qu'on peut rencontrer, avec qui on peut échanger. Et en fait, moi, je suis vraiment, comme je disais, je suis hyperactive, donc j'ai vraiment fait ma croissance d'entreprise au début a été un peu rapide, même des fois je me dis peut-être trop rapide, Mhm. parce qu'après Munich, j'ai rejoint Londres parce que le côté coloré, je le retrouvais beaucoup plus à Londres qu'à Munich. Ouais. Même si bah, à Munich, c'est vrai que je sortais un peu de la compétition. Mhm. Mais, et du coup, après, en arrivant à Londres, j'ai été contactée par Channel 4 pour faire une émission de télé pour une compétition un peu comme on voit en France Top Chef, Ouais. mais en mode architecte d'intérieur. Et moi, j'étais une participante. Et ensuite, ça, c'était au bout d'un an de ma création d'entreprise. Et après, c'est sûr que ça m'a un peu plus propulsée en avant. Vraiment, mon autre conseil, c'est en fait de construire, de chacun à son propre rythme. Donc, il faut pas, si on sent que ça va trop vite, bah, on ralentit un petit peu. Et puis aussi, il faut s'écouter. Il faut vraiment construire en fait les bases du début, des bases solides. Donc tout ce qui est branding, savoir qui on est, savoir en fait ce qu'on veut représenter. Mhm. Parce que des fois, on n'attire pas les bonnes personnes, pas les bons clients. Mhm. Donc il faut vraiment refaire un point sur bah, qui on est, qu'est-ce qu'on veut, quelles sont nos valeurs, etc. Et construire ces bases solides et avancer peut-être doucement, mais au moins sûrement. Bah écoute, je trouve que c'est génial parce que je t'ai tout résumé, je pense, chez les auditeurs. Si vous êtes arrivé jusque-là, je pense qu'elle a résumé tout en 3 points, hein. L'image, qui vous êtes pour être resté authentique. Quand on crée un business, avoir des bases solides. Comment on construit une maison, il faut commencer par les fondations. Vous pouvez pas construire, monter les murs si vous avez des fondations un peu pas très propres, pas très équilibrées. Et puis avancer. Il faut faire des. C'est pas mal ce que tu dis parce que moi je le vois aussi. C'est peut-être que tu vas pas faire des grands steps, hein, des grandes marches. Le fait de rien que de bouger. Hein, on parle un peu d'ingénierie. Le couple, hein, de mouvement au début est peut-être très important. Mais à partir du moment où l'élément se met à tourner, hein, c'est de la pure mécanique, hein, simple mécanique, c'est beaucoup plus facile d'entretenir quelque chose en mouvement que de le laisser s'arrêter et de remettre du couple pour pouvoir redémarrer une activité. Et je pense que ça résume très bien ce que tu dis, c'est-à-dire rester authentique, ça permet d'attirer les bonnes personnes. Et puis je pense qu'il y a un point où on peut rajouter aussi, mais je pense que toi tu es sur le début, c'est-à-dire que des fois peut-être tu as trouvé ta niche et tu es à fond dedans et ça marche très bien. C'est que des fois on teste des choses et on se rend compte qu'en fait on n'est pas dans la bonne niche ou qu'on s'est planté tout simplement. Et c'est là le plus dur pour certains, c'est se dire soit tu abandonnes, il y en a qui abandonnent un gros pourcentage, soit de réadapter, de réorienter l'approche, son produit ou son projet pour aller vers ce qu'attend le marché. Et ça, on peut le faire tout seul, mais je pense que c'est tout fait partie d'un environnement de ton entourage. Merci Justine. Autre chose à ajouter peut-être? Oui, bah, si les auditeurs ont besoin d'avoir des conseils pour se lancer ou on cherche une architecte d'intérieur pour des projets de rénovation, n'hésitez pas à me contacter soit par Instagram sur @rainbow.shaker ou sur mon site directement rainbowshaker.com. Alors, tout écrit ensemble. Écoute, tu me réponds à la dernière question donc pour te contacter, donc par Instagram et par le site que je regardais à l'instant pour préparer juste avant l'enregistrement.
très flashy, très, très, très joyeux, pour donner un peu de vie on va dire, à nos intérieurs un peu des fois un peu monotones. Que ce soit en privé ou en commercial, donc c'est super. Merci Justine, je te remercie encore beaucoup d'être venue nous parler, d'apporter ton énergie, d'apporter ces couleurs, bon, même si c'est pour un podcast un peu difficile, hein. J'entends qui rigole. Merci à toi, écoute, merci. Merci beaucoup et merci aux auditeurs. À bientôt. À bientôt. Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que ce 78e épisode avec Justine Guillermou, architecte d'intérieur à Londres, mais qui travaille internationalement, vous a plu. Je vous rappelle les coordonnées, comment retrouver ses créations, que ce soit sur son site Rainbow Shaker, Rainbow comme l'arc-en-ciel en anglais et Shaker comme cet ustensile pour secouer les couleurs, au cocktail.com et sur Instagram aussi sous le même nom. Je vous invite au passage aussi à nous donner votre avis sur cet épisode, sur aussi le podcast. On arrive presque un peu à la fin de cette année 2023 avec cet épisode. Donc je serai ravi de lire un peu votre retour sur l'année. Je ferai un petit épisode spécial avec peut-être vous inviter à interagir avec un questionnaire. Vous pourrez répondre sur, je crois, Spotify, histoire d'avoir un peu votre retour, vos attentes pour la prochaine année et pouvoir préparer encore plein de nouveaux invités et des thématiques assez variées et diverses liées à l'entrepreneuriat. Enfin, on parle d'entrepreneuriat, d'association. Si vous aussi, vous voulez venir partager votre parcours, votre retour d'expérience, que vous soyez débutant en entrepreneuriat ou avec une longue expérience, ou vous lancez des startups, contactez-moi par LinkedIn, je serai ravi d'échanger avec vous pour se planifier un rendez-vous et enregistrer et vous écouter et apporter à nos auditrices et nos auditeurs un peu de fraîcheur et des nouveautés de ce que vous avez fait. C'est toujours très agréable et très instructif pour tout le monde d'en apprendre toujours des expériences, des vécus, des gens qui se sont lancés, qui ont fait une carrière dans un métier et qui sont peut-être repartis sur d'autres activités. Donc venez, n'hésitez pas, ne soyez pas timide, venez passer de l'autre côté du microphone, c'est pas très compliqué, c'est toujours assez sympathique d'échanger, et puis ça vous engage à rien, juste partagez ce que vous faites, voilà. Enfin, pour soutenir Monsieur Joe, j'avais mis une cagnotte en place sur Tipeee. Bon, a priori, ça marche pas trop, tant pis, hein. C'était juste pour essayer de peut-être voir un peu votre retour et peut-être reverser ça à la Croix-Rouge. Je pense que c'est une idée que j'ai envie de faire, ou peut-être aussi à des fonds, des associations qui justement militent, qui activement aussi le soutien à l'emploi ou à l'entrepreneuriat. Vous pouvez retrouver sur Tipeee, tip3e.com enfin le tiret, enfin l'anti-slash, le podcast de Monsieur Joe, tout écrit ensemble. Regardez-y, même si c'est qu'1 euro, 50 centimes, peu importe, ce n'est pas la somme l'important, c'est juste le geste. Ça permet par un petit geste de soutenir la création, et puis peut-être soutenir cet argent-là ira dans des associations, puisque je ne le fais pas principalement ce podcast pour l'argent, mais surtout pour vous partager tous ces parcours. Il ne me reste plus qu'à vous dire portez-vous bien, à bientôt, et surtout, restez curieux.